Partie 1 donc du conte kata. Donc on va commencer donc maintenant le livre en soi. Et ça commence en fait sur une belle description de la Corse faite par Tonique et son fils. Et quelques lignes pour résumer l'esprit corse, page 7. Je fais une petite lecture en bas. L'histoire de la Corse n'est pas sans gloire. Les Romains ne soumirent pas sans peine ces insulaires inhabiles aux joues. Il leur fallut 100 ans pour les dompter. Dans les temps modernes, ils fatiguèrent à ce point les Génois, leurs maîtres, par leur rébellion perpétuelle, que ceux-ci vendirent l'île à Louis XV en 1768. Sous la vieille monarchie de France, le joug était doux. Après une lutte de courte durée, dont Paoli fut le héros, l'île donna son cœur à la France pour toujours, ce qui faisait dire à Louis XVI « Les derniers de mes enfants ne sont pas les moins fidèles ». Les Corses d'aujourd'hui ont gardé les principaux traits du caractère de leurs ancêtres. La fierté, l'horreur du travail manuel, le goût des aventures, l'exagération du point d'honneur, un sentiment religieux très profond et un amour passionné pour leur pays. Voilà, donc là on a la jeunesse d'Antoine. Donc le livre va raconter sa vie. Donc le départ c'est la Corse. Départ en Corse, donc très belle Corse. Et après donc Antoine va être étudiant, donc il va être étudiant en droit à Paris. Et là on va aller page 28. Quand il va rencontrer, jeune à 20-21 ans à peu près, des étudiants. Et voici une petite lecture. Donc là c'est le choc avec la devise française liberté, égalité, fraternité. On est page 28. Il rencontre des mendiants dans la rue. Sa sensibilité d'homme et de chrétien souffre du spectacle de leur misère et il souligne avec une ironie attristée le contraste de cette misère avec la devise d'égalité et de fraternité des hommes qui prétendaient renouveler la société. Donc là, c'est en relation, vous avez bien compris, avec 1789 et le principe de liberté, égalité, fraternité qui ne voit pas devant lui, tout simplement. Vous avez bien compris. Après, on va aller beaucoup plus loin dans le livre. Donc, il y a une lettre au pape Pie IX en 1871. C'est une traduction du bref pontifical. Donc, en fait, à ce moment-là, Antoine est président de la conférence Saint-Vincent de Paul. Il écrit au pape pour protester contre la violation du territoire pontifical, violente et par les armes. Donc, le pape lui répond. On a dans le livre la traduction du bref. Il parle d'une invasion par les ennemis de la religion. Donc là, on est page 47. Je vous résume, je ne vous fais pas la lecture. Ensuite, Antoine va participer au droit du conjoint survivant. Donc là, c'est une page de l'histoire, enfin du droit français, qui va intéresser certainement ceux qui sont passionnés par le droit. On est page 48. Alors, au mois de juillet 1870, il prit part au concours ouvert par l'Académie de législation de Toulouse sur l'étude des droits du conjoint survivant. On sait par quel regrettable oubli ces droits avaient été sacrifiés par le Code civil, la réforme législative à laquelle depuis longtemps travaillaient les professeurs et les hommes compétents ne devait aboutir qu'en 1891. Voilà, donc là on a un petit résumé là-dessus. Ensuite, on a un discours de rentrée de la Cour d'appel en 1874, La liberté et le devoir. Lecture, page 51. La liberté, alors ça c'est le discours de rentrée de la Cour d'appel. Il avait pris pour sujet la liberté et le devoir envisagés au point de vue juridique et social. Il s'attacha d'abord à préciser la vraie notion de la liberté qui est, entre guillemets, dans l'acceptation noble et vraie du mot que le droit de faire le bien. Il montra la grande œuvre du christianisme qui fut de libérer le monde des entraves de l'esclavage, de la barbarie et de la servitude des sens. Et il dit aussi que la monarchie française, ce que la monarchie française fit pour la liberté. À l'aurore des temps modernes, l'un de nos rois mérita le titre de restaurateur de la liberté. Ok, je m'arrête là. Donc,
on est en 1874, donc j'ai pas encore donné ses dates. Il est né en 1839 et mort en 1902. Donc on va couvrir la seconde partie du 19e siècle. Donc pour nous, musicalement, ça correspond à Gounod, Fauré, Rossini, Schumann n'est déjà plus là, Liszt, Saint-Saëns aussi. Après, je vais vous faire une petite lecture sur un passage qui concerne le devoir, la loi écrite, la loi de l'honneur, la conscience, la vérité et le devoir. On est page 52. À ces tristes époques où l'homme a souvent à se demander de quel côté est le devoir, à hésiter, inquiet entre la loi écrite et la loi de l'honneur, l'habitude du devoir est d'un secours inappréciable. Malgré les emportements des passions, la conscience discerne la vérité au milieu des ténèbres qui l'obscurcissent, et lorsque, mise en demeure d'agir, elle retrouve après l'achèvement de son œuvre la satisfaction et la sérénité du passé, elle acquiert la certitude d'avoir fait son devoir. Oh, je ne commande pas, je continue un petit peu. Ensuite, là, il va quitter la Corse, donc on est page 54. Je sens que mon cœur se briserait le jour où je devrais quitter ce rocher, cette Bastia que j'aime d'un amour passionné, qui a vu toutes mes joies et toutes mes douleurs. Voilà. Mais il est plutôt confiant. Si mon avenir est rempli d'incertitudes, il ne m'inspire néanmoins pas de soucis. Je me confie en Dieu et le prie de diriger lui-même ma pauvre barque. Donc vous voyez, il quitte la Corse d'un... On la quitte pas facilement, visiblement. Ensuite, donc, on arrive à Nantes, où il est substitut du procureur. Là, il va publier une étude critique sur le projet de réforme du Code d'instruction criminelle qu'allait examiner la commission de procédure criminelle. Donc, il est question de deux systèmes, inquisitorial ou accusatoire. Donc, une petite lecture, page 60. En repassant les uns après les autres les avantages et les inconvénients de ces divers systèmes, M. Cata observe que nos lois se modifient successivement selon les temps et les circonstances politiques. Aujourd'hui, quand de tous côtés on parle de conciliation et de transaction, il soutient avec un grand bon sens que le jurisconsulte doit froidement rechercher le seul bien de la justice, sans se préoccuper des clameurs ou des applaudissements du vulgaire. La justice doit se tenir au-dessus des passions populaires très variables et se tenir en garde contre les illusions généreuses. M. Cata détruit ainsi les préventions contre le système inquisitorial. Il prouve, contrairement au projet des novateurs, que dans l'instruction secrète, la partie est égale entre l'inculpé et la société. Il combat ceux qui ne voient dans l'admirable institution du ministère public qu'un bureau d'accusation à outrance. Au parquet, on recherche le coupable et non un coupable. Le secret de l'instruction est une nécessité. Donc là, on est dans un point de droit, vous voyez, pour un avocat, c'est un peu normal quand même. Et puis ensuite, on va arriver donc au cœur du livre. Donc nous voilà à la chasse aux congrégations. Donc je vous fais une petite lecture, page 65, de ce passage qui est vraiment important, c'est-à-dire les décrets de Jules Ferry. On est en 1880, le 29 mars. C'est au milieu de ces circonstances qui semblaient promettre à M. Cata un séjour paisible à Nantes et un avancement rapide qu'apparut le ministère de Jules Ferry, rendu tristement célèbre par les décrets du 29 mars 1880 contre les congrégations d'hommes non autorisés. Ces faits sont dans toutes les mémoires. On sait quel accueil la magistrature française fit à cette odieuse mesure par laquelle s'ouvrait la persécution religieuse et combien préférèrent donner leur démission plutôt que d'exécuter les ordres auxquels on les voulait soumettre. À Nantes, monsieur le procureur Leboucher n'hésita pas à obéir à l'inspiration de sa conscience, et M. Cata suivit l'exemple de son chef de parquet. Leurs noms à tous deux sont au livre d'or de la magistrature. Voilà, donc là,
je vous fais une lecture page 66 parce que la magistrature réagit. Elle attendait de savoir comment le gouvernement entendait exécuter les décrets. Fin juin, lecture page 66 donc. 5 juillet 1880. Sous prétexte de rappeler les congrégations religieuses au respect des lois existantes, le gouvernement inaugure, par les décrets du 29 mars, une ardente persécution contre les ordres religieux. Une étude approfondie de l'ensemble de la législation française m'a convaincu que les lois invoquées avaient été successivement abrogées, de sorte que, si mon âme de chrétien souffrait des persécutions qui s'annonçaient comme des institutions et des personnes entourées de ma vénération, ma conscience de citoyen et de magistrat s'indignait de voir le gouvernement s'abriter sous le manteau de la loi pour accomplir d'évidentes et criantes iniquités. C'est écrit un petit peu dans un style ancien, mais on comprend l'esprit en fait de ce qui est dit. Donc là, il y a une lettre au garde des Sceaux, le 5 juillet d'Antoine. Je ne vous fais pas la lecture. Et pourtant, on lui demande aucun compte en fait, mais il remet sa démission. Je vous fais la lecture quand même, page 67. Ayant lu le compte-rendu de cette discussion le lundi 5 juillet, j'ai pensé que le devoir et l'honneur me commandaient de me démettre de mes fonctions, encore qu'aucun acte ne fût réclamé de moi. Et j'ai adressé au ministre la lettre suivante. Monsieur le garde des Sceaux, l'exécution des décrets du 29 mars contre les congrégations religieuses a attristé ma conscience de citoyen, de magistrat et de chrétien. Les mesures qui en ont été la suite et la prétention du gouvernement de contester aux membres de ces congrégations jusqu'au droit de faire appel à la justice du pays ne me permettent pas de continuer mes fonctions. Je ne puis en effet ni prêter au gouvernement un concours que ma conscience désormais lui refuse, ni m'exposer, par l'apparence d'une adhésion tacite, à être retenu dans les liens d'une solidarité que je ne puis accepter. Après, il y a les formules de politesse. Et il commente « Cette détermination m'a beaucoup coûté. Il m'a semblé que mon cœur se déchirait, car j'étais aussi fier qu'heureux de porter la robe de magistrat. Je ne savais pas d'ailleurs quel serait mon lendemain. » Vous voyez quel drame ça a pu être pour tous les magistrats qui ont démissionné avec ces lois, qui étaient des lois épouvantables, visiblement. Bon. On a un petit commentaire de Tony Cata, donc ça ce sont les pages 68 et 69. Mais le gouvernement donnait des ordres. Il entendait faire des juges et des procureurs les simples exécuteurs de ses volontés. Il enlevait même aux accusés le droit de se défendre. Chose étrange, la belle attitude des magistrats de 1880 n'est plus comprise. Combien de fois nous avons entendu des catholiques blâmer ces hommes intègres de s'être retirés du combat pour un simple point d'honneur. Hommes trop absolus, dit-on, trop intransigeants, qui auraient peut-être, en gardant leur fonction, rendre plus de service qu'en jetant leur démission à la face du ministre. Ceux qui raisonnent ainsi oublient qu'en fin de compte, grâce surtout à l'attitude de la magistrature, les décrets ne furent qu'un feu de paille et que leur exécution resta à peu près lettre morte. Si les mesures de persécution qui en suivirent avaient trouvé les mêmes obstacles, elles auraient peut-être eu aussi le même insuccès. Ne faut-il pas ajouter d'ailleurs que dans ces circonstances difficiles, le mieux n'est pas de chercher des combinaisons ingénieuses, mais d'écouter seulement la voix de sa conscience. On regarde davantage aujourd'hui à sacrifier une situation. On ne veut pas, dit-on, laisser la place à de plus mauvais. Et en réalité, on n'en fait pas moins que ces plus mauvais eux-mêmes. Donc là, petit commentaire intéressant. Et puis ensuite, on a l'expulsion des Capucins. Donc ça, on est lecture pages 73 et 74. Donc là, je vais vous faire un petit passage un peu plus épique qui va nous mettre un petit peu plus de... On ne peut pas dire d'entrain, mais vous allez comprendre ce que c'est finalement, ce que c'était que la ferveur et partagée par le peuple à l'époque, les Capucins. Page 73. Le 2 novembre, les pères Capucins étaient avertis que leur exécution était fixée au lendemain.
Le 3 au matin, en effet, le couvent fut cerné par plusieurs brigades de gendarmerie, un escadron de dragons et un bataillon d'infanterie. C'est pas rien. Des pourparlers engagés avec le père gardien et ses conseils restés vains. Il faut donner l'assaut. C'est reste vain d'ailleurs. On vit alors les scènes de brutalité et de vandalisme qui devaient se reproduire quelques années plus tard, lors de l'application de la loi contre les congrégations et de la séparation. Disons seulement que le siège du couvent de la rue Noire fut particulièrement difficile. Les barricades étaient solides, les défenseurs nombreux et résolus. L'affaire dura 12 heures. C'est long. Page 74. Alors, voyons voir ça. Il fallut enfoncer chaque porte sous les protestations les plus indignées et traîner dehors les religieux. À 9 heures, le préfet était enfin maître de la place. Le 5 novembre, les pères capucins s'embarquaient pour l'Irlande, au milieu d'un immense concours de peuple assemblés sur le port, sur le quai de la Fosse, et de l'autre côté, sur les dockers de M. Étienne. Un peu plus loin, on est toujours page 74. Après plus d'une heure d'attente, la marée commençant à monter, on hissa le pavillon, avec une couronne où s'enroulait un ruban avec cette devise « Vive les Capucins, vive la liberté ». Les adieux commencèrent, ils durèrent longtemps. Il est si triste de quitter ainsi ceux qu'on l'on aime. Le père gardien bénit ses frères après leur avoir adressé quelques derniers encouragements. À travers le fleuve, la foule se renvoyait les paroles du cantique. Tac, tac, je continue un petit peu. Le navire partait, emportant les exilés. Des clameurs sauvages se firent entendre alors, mais elles furent étouffées par les cris de « Vive la liberté ». Voilà, après il y a un petit développement, donc en gros c'est l'affaire de c'est la fin des Capucins. Et on a le retour des Capucins dans leurs cellules plus tard. En fait, on dit vraiment cellules en plus. Donc on est page 75. Depuis, les pères Capucins étaient revenus. Bon, je ne vous fais pas la lecture, ils sont revenus page 75, c'est écrit. Et puis ensuite, on va passer aux suites de cette affaire. Parce qu'il y a une propagande de la presse, il y a des calomnies et des outrages. Donc il y a aussi une violation de domicile. Il profite que les commissaires dégagent les Capucins pour occuper les lieux. Donc les Capucins étaient en droit de les poursuivre. Et qui, à votre avis, a plaidé cette affaire? Je vous le demande. C'est évidemment mon ancêtre. Donc là, on est page 77 en bas. Donc vous allez voir, en page 77 en bas, vous allez voir le courage de la presse, qui est assez magnifique. Donc là, on est en pleine plaidoirie, donc on est au tribunal. J'avoue que j'éprouve une profonde déception. J'attendais avec confiance un adversaire que l'on dit redoutable, et cependant que je ne craignais pas. J'espérais entendre sa défense, me proposant de discuter contradictoirement avec lui les grands principes de la libre presse qu'il allait défendre à cette barre. Et je ne vois personne. Quel dommage. Donc déjà la presse à ce temps-là, on a déjà quelques réponses. Après, page 79, lecture. Prenant en main la collection des numéros du Phare de la Loire, M. Cata lit alors les nombreux articles où les pères capucins avaient été si indignement traités. Une à une, il relève et venge les injures et les calomnies que le directeur de ce journal avait cru pouvoir impunément leur jeter, et que nous ne répéterons pas, n'ayant pas le courage de remuer à nouveau ces indignités. Moi j'aurais bien aimé lire ça, si vous voulez mon avis, parce que ça m'aurait intéressé, je vous en aurais fait profiter. On ne saura pas. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas quelques exemples quand même. Donc là, page 81, donc je vais vous faire lecture de la violation de domicile. Il laisse aussi une mise en garde. Donc là, page 80, voilà ce qu'il dit. Donc on est toujours au tribunal. Hier, dit-il, le tribunal a décidé que monsieur le préfet, opérant dans l'intérieur du monastère le 3 novembre, s'y était introduit en agissant contrairement à la loi. Les raisons sur lesquelles s'appuie ce fonctionnaire ne sont que de vains prétextes qu'il veut recouvrir du manteau de la légalité.
Tôt ou tard, l'heure de la justice sonnera. Elle sera inéluctable et pour le chef et pour les agents. À quelle corde qu'ils appartiennent, je le leur promets. Moi, ça, j'aime bien, moi, un petit rappel à l'ordre quand on ne la respecte pas. Après, 81. Donc là, c'est ce que je vous dis, c'est la violation de domicile des journalistes. Le domicile de tout citoyen habitant le territoire français est inviolable, et personne ne peut s'y introduire que dans les formes et les conditions invoquées par la loi. Non, les journalistes n'ont mis en avant tous ces prétextes que parce qu'ils ont cru les capucins hors la loi. Ils se sont dit, pour les capucins, plus de loi, plus de tribunal civil, plus de tribunal correctionnel, plus de juges aux criminels. On ne les entendra plus, les portes des prétoires leur sont fermées. Nous aussi, nous bénéficierons des arrêtés de conflit, et voilà pourquoi ils sont entrés chez nous et ils sont restés malgré nous. Je continue, en fait, la suite de la plaidoirie, donc l'utilité des religieux comme garant de la paix. Donc là, on est page 82. Ça, c'est une lecture assez intéressante sur le rôle de l'Église, finalement, et des moines. Les religieux que je défends accomplissent, je le répète, un devoir, parce qu'ils parlent au nom de la croix, et cette croix qu'ils portent à la main et qui plane sur vos têtes. La croix s'est dressée contre toutes les tyrannies. Si elle impose toutes les obéissances, parce qu'elle est la source de tous les devoirs, elle est aussi la source de tous les droits. Voilà pourquoi nous revendiquons les nôtres. Oui, nous sommes les hommes de l'obéissance et de l'abnégation, au nom de la croix. Mais qu'on le sache bien, nous sommes aussi en son nom des hommes de liberté, parce qu'elle est la source de tous les droits et la sauvegarde de toutes les libertés. Moi, l'abnégation, ça me rappelle Franz Liszt. À chaque fois, je pense à ce mot. D'ailleurs, Franz Liszt était abbé. Une vie fascinante que celle de Liszt dans le 19e siècle. C'est monumental, la vie de Franz Liszt. Voilà, donc en fait, vous aurez bien compris que là, Antoine Cata va défendre les Capucins et donc leur permettre de retourner chez eux, donc de gagner en fait contre l'État français. Et c'est ce qu'on va voir bientôt. Après, il y a une remarque très brutale du commissaire, donc qui est page 84, parce que le commissaire, pensant qu'il est dans son bon droit, se permet d'insulter un ancien magistrat qui a démissionné, c'est-à-dire Antoine. Donc là, oui, a dit brutalement le commissaire central, et le parquet doit s'estimer heureux d'avoir été débarrassé d'un magistrat comme vous. Donc à l'époque, c'était une insulte. Maintenant, je sais pas, mais bon, c'est pas les mêmes temps qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc là, on va un peu plus loin. Donc on va aller maintenant au dénouement en fait du procès. On est page 89-88. Donc là on a des points de droit qui sont assez complexes, mais je vais en faire profiter quand même les juristes et ceux qui sont en droit, bien sûr. Les adversaires se retranchaient derrière un déclinatoire d'incompétence. En d'autres termes, cela voulait dire que le principe de la séparation des pouvoirs s'opposant à ce que des actes administratifs soient jugés par les tribunaux judiciaires, les sieurs Troquet, Vallée et Aymar se prétendaient par là même soustraits à la juridiction devant laquelle on les traduisait. En une discussion serrée, parfaitement claire et avec qui le temps n'a rien perdu de son intérêt ni de sa valeur, M. Cata établit que ce déclinatoire d'incompétence est sans fondement. Il ne s'agissait pas d'actes administratifs. L'expulsion dont les demandeurs avaient été victimes n'était nullement indispensable au commissaire de police pour exécuter un arrêté, d'ailleurs illégal. On ne se trouvait en présence que de fautes personnelles dont les fonctionnaires poursuivis étaient parfaitement justiciables devant les tribunaux civils. Les arguments juridiques apportés à l'appui de cette thèse, les espèces citées en jurisprudence, les auteurs invoqués font de cette plaidoirie un intéressant chapitre de droit administratif. Je vais continuer. Avec quelle ironie il dénonce le charlatanisme libéral. Bon, d'accord, tac. On continue. Et donc là, on est page 90. Là, en fait, ça va être le cœur du livre. Donc là, je vous en fais profiter, c'est la plaidoirie du livre, c'est-à-dire la défense des Capucins. Page 90. Comment, répond M. Cata, un préfet, un maire,
parce qu'il agit comme préfet et comme maire, pourra injurier, blesser, battre, tuer quelqu'un. Et il s'en tirera en disant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Et il n'y aurait pas de juge pour le juger. C'est monstrueux. Si cela était un principe de la législation de mon pays, j'en rougirais pour mon pays. Si une nation l'admettait dans ses codes, ce serait une nation perdue. Le jour où il sera démontré qu'un homme public, par cela seul qu'il exerce une fonction administrative, pourra impunément maltraiter un honnête citoyen, il n'y aura plus de société possible. Car si entre l'agresseur et sa victime, il n'y a plus la justice comme intermédiaire, que voulez-vous qu'il advienne? Non, il n'en est pas, il ne saurait en être ainsi. Et il termine la discussion ainsi. Si des religieuses expulsées s'adressent aux tribunaux afin d'être réintégrées dans leur domicile, ils rencontrent des exceptions d'incompétence, des déclinatoires, des arrêtés de conflit. Si des particuliers expulsés, violentés et maltraités avec eux, lésés dans leurs droits, demandent réparation aux tribunaux, ils rencontrent les mêmes obstacles. Si des particuliers résistent à des actes qu'ils prétendent criminels, ils sont condamnés. Avant tout, dit-on, il faut obéir aux agents de l'autorité. Soit. Mais si vous voulez que j'obéisse, même quand il me semble qu'on viole mes droits, ouvrez-moi toutes grandes les portes des tribunaux, afin que je puisse me plaindre, que j'obtienne réparation de l'injustice que j'ai subie. Sans cela, ce qu'on exige est au-dessus des forces humaines. Non, il n'est pas bon de laisser un homme outragé, maltraité, victime d'une violation quelconque de son droit en face d'un déni de justice permanent. Je le déclare, si l'on persiste dans cette voie, ce qu'on prépare pour mon pays, c'est plus que de la servitude, c'est la prostration. Qu'on prenne garde. Les réactions sont toujours possibles. Elles le sont surtout alors que l'oppression est plus forte. Sans se donner des allures de prophète, on peut prédire que par suite de ces revirements qui se produisent fréquemment dans la vie des peuples, les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus de demain. Des hommes autrement puissants que ceux qui nous gouvernent sont tombés de plus grandes hauteurs. Quant à nous, je vous le dis au nom de mes généreux amis et au mien, si notre voix peut alors se faire entendre, elle s'élèvera aujourd'hui, comme aujourd'hui, pour défendre le droit, la justice et la liberté. Là, on est page 91. Et je vous présente maintenant la décision de justice, qui est page 92 et qui va clôturer le chapitre. Donc c'est le 28 février 1881. Voilà. Mais le tribunal des conflits, contrairement à l'espoir de l'administration, donna raison à l'ancien magistrat insulté. Par un arrêt du 2 avril 1881, souvent cité depuis, il déclara que les insultes du sieur Troquier ne pouvaient être considérées que comme une faute personnelle dont il restait responsable, et pas du tout comme une faute de service imputable à l'administration. C'était un résultat qui justifiait l'attitude de résistance que M. Cata n'avait pas hésité à conseiller et qu'on eût peut-être mieux fait de garder dans la suite. Pour sa part, l'avocat des frères des pères Capucins et de leurs amis y fut toujours fidèle. Il resta l'ennemi des concessions, l'homme de résistance et de combat. Fin de chapitre 1 au sujet du comte Cata. J'espère que cette lecture vous aura plu. Vous avez vu un petit peu tout le conflit et la difficile époque qu'était 1880 pour les congrégations religieuses, le trouble et l'émoi dans la magistrature même et dans les congrégations, parce qu'après vous avez quand même eu des moines qui sont partis en Irlande, en Espagne, au Canada, et ils ont quitté en fait toute leur vie. Ils ont habité peut-être toute leur vie Nantes et soudainement ils sont allés dans d'autres pays. C'est l'exil. Donc ça fait un choc. On ne peut pas imaginer ce que ça peut procurer comme choc. Donc c'était extrêmement brutal et évidemment ce sont des lois anticonstitutionnelles. Et on voit qu'en fait, avec des lois anticonstitutionnelles, avec le temps, on finit par l'emporter et avoir réparation devant la justice. Voilà, fin du chapitre 1 au sujet de la chasse aux congrégations religieuses. Vous avez
Un détail aussi dans Wikipédia qui vont vous dire le nombre de magistrats qui ont démissionné, il y en a des centaines. Il y a tout ce détail-là. Je vous remercie.